Alors dans cette vidéo numéro 2, on va voir comment réaliser une dissertation. Là, la structure c'est la même que j'avais fait pour la méthodologie du commentaire d'arrêt, c'est-à-dire que d'abord on va voir la liste des éléments qui doivent impérativement figurer dans la dissertation et ensuite on verra le contenu de ces différents éléments. C'est important pour moi de le faire comme ça parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une certaine liste d'éléments qui doivent toujours figurer dans la dissertation. C'est des règles de forme en fait. Si ça ne figure pas dedans, vous allez perdre des points mais vraiment bêtement. Et après le contenu pour comprendre à quoi vraiment correspondent ces différents éléments de la dissertation. Alors on va commencer d'abord par l'introduction. L'introduction qui est composée de plusieurs parties dans la dissertation. L'introduction, il faut surtout bien comprendre ce que c'est parce que dans la dissertation, tout le monde le dit, tous les correcteurs le disent, les professeurs, c'est vraiment l'élément le plus important. On peut comprendre juste avec l'introduction si votre dissertation est une dissertation de qualité ou non. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut énormément soigner, quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire et ne pas hésiter à faire au moins 20-30% du devoir en taille pour l'introduction. Alors d'abord, dans l'introduction, vous avez l'accroche. Donc ça, vous le savez déjà. Le but de l'accroche, en fait, c'est d'éveiller l'attention du correcteur. On le verra après dans la deuxième partie. Je vous montrerai à partir d'exemples comment on peut rédiger des accroches. On prendra un exemple et on verra concrètement comment on peut faire. Donc l'accroche d'abord. Ensuite, après l'accroche, donc normalement après l'accroche, vous mettez le contexte. Moi, je préfère évoquer une deuxième partie quand même. Enfin, c'est pas vraiment une partie, mais vous ne pouvez pas juste mettre une accroche et ensuite directement passer au contexte. Vous devez faire une mini phrase de transition pour qu'on comprenne voilà, qu'il y a un lien entre l'accroche et le contexte parce que sinon, on peut se dire il a respecté les règles de forme certes, mais la dissertation fait trop découper. Ça doit paraître quand même naturel. Les enchaînements entre les différentes étapes doivent paraître assez naturels. Alors, une fois que vous avez fait la transition, c'est le contexte. Là, le contexte, en fait, ça signifie amener progressivement le sujet. La technique la plus utilisée, pour moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment la meilleure. Vous allez du plus général vers le particulier. Donc ça, il faut se rappeler son plan de cours, essayer de rappeler vraiment le contexte dans lequel s'insère cet arrêt. On verra plus tard dans la deuxième partie qu'est-ce que c'est exactement que le contexte. Ensuite, les définitions. Les définitions, ça c'est une étape qui est déjà obligatoire et qui est de toute façon essentielle puisque je vous ai dit, les définitions, ça va permettre d'orienter le sujet dans le sens que vous voulez. Il faut bien comprendre que les définitions juridiques, enfin, vous pouvez donner une définition juridique, plusieurs définitions juridiques pour une seule notion. Les notions juridiques, c'est le propre du droit, vous pouvez définir de multiples manières un mot juridique, une notion juridique. Donc il va falloir dès le début de la dissertation, orienter la dissertation dans le sens que vous voulez. Et ça, j'ai une anecdote moi que j'avais faite, j'avais eu un oral une fois. Les oraux, c'est exactement la même chose, hein. C'est des mini dissertations, vous faites un raisonnement, sauf qu'il y a un peu moins de règles de forme, mais c'est quand même la même chose. Et j'avais eu un sujet que je connaissais pas extrêmement bien, c'était en histoire du droit, je le connaissais même pas du tout. Et j'ai eu de la chance parce que cette notion, en fait, le sujet sur lequel j'étais tombé, ça renvoyait vraiment à un chapitre précis de l'histoire du droit. Ce chapitre, je le connaissais pas et vraiment, je me suis dit, quand j'ai lu le sujet, comment je vais faire pour m'en sortir. Sauf que cette notion, en fait, elle pouvait être définie d'une autre manière. C'était une notion, vraiment, je savais très bien que la prof m'attendait pas sur cette notion-là. Mais bon, c'était des synonymes, j'en ai profité pour dire en début, dans l'introduction, en disant voilà, moi on m'a donné tel sujet et j'estime, j'ai orienté le sujet dans ce sens-là en définissant le sujet de la manière que je voulais. Directement, la professeure m'a coupé en me disant ah bah c'était pas le but du sujet, mais j'ai quand même continué. J'ai continué dans mon délire, j'ai continué mon sujet et j'ai terminé ma présentation et au final on ne pouvait pas me reprocher d'avoir fait quelque chose de faux puisque bah, j'avais défini le sujet de la manière que moi je voulais. Et finalement à la fin, la prof, donc j'ai pas eu une très bonne note, hein, je crois que j'ai eu 6 sur 10, mais c'est quand même énorme pour quelque chose qu'on ne connaît pas. 6 sur 10, ça fait quand même 12 sur 20. Et la prof, tout à la fin, elle m'a dit, bon, bien joué parce que vous avez défini, je ne peux pas vous le reprocher. Par contre, elle a pris le papier et elle a modifié ensuite pour préciser exactement ce qu'elle attendait dans son sujet. Tout ça pour vous dire que vous voyez qu'en définissant bien les termes du sujet, en expliquant ce que vous allez faire comme travail d'argumentation, ça peut vous permettre, vous, de vous sauver et d'orienter le sujet comme vous voulez. Si vous sentez qu'il y a des éléments que vous ne connaissez pas, eh ben, réduisez un peu la définition, réduisez le champ de votre notion juridique et vous verrez que vous pouvez vous sortir de ce travail. Donc, le travail de définition, c'est un moment dans l'introduction de la dissertation et vous devez absolument passer par cette étape. Je prendrai juste un autre exemple pour que vous compreniez mieux. C'est par exemple le terme de loi. Si vous avez un sujet qui fait intervenir le terme de loi, vous savez, ça c'est un exemple connu, hein, que la loi peut être définie de manière restreinte, donc dans son sens organique. La loi, c'est celle qui est votée par le Parlement. Soit la loi, ça peut être défini comme une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Là,
vous êtes face à une définition qui est large, qui est abstraite, parce que la loi, ça va pouvoir être la loi organique, ça va pouvoir être les décrets, ça peut même être la Constitution, ça peut être les normes européennes. Donc vous voyez que le champ est extrêmement large. Donc vous voyez que si dans l'introduction, vous précisez, si votre dissertation, par exemple, imaginez que le sujet c'est la loi, bah là, vous n'aurez jamais ça, mais imaginez que vous avez un sujet comme ça, vous pouvez très bien dès le début dire, bah voilà, on va entendre la loi au sens organique, et bim, vous partez sur la loi au sens de la loi votée par le Parlement. Vous voyez bien que la dissertation ne sera pas du tout la même que si vous dites la loi, je l'envisage au sens général. Et ça peut être, même si la loi au sens général c'est beaucoup plus large, ça peut être intéressant, plus intéressant pour vous de partir là-dessus, parce que si vous avez peu d'éléments de cours, d'informations sur la loi votée par le Parlement, si vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise là-dedans, bah vous allez pouvoir parler un peu de chaque norme européenne, de chaque loi française, de chaque décret, de chaque circulaire, etc. Il vaut mieux avoir des petites connaissances un peu partout et faire une dissertation qui est équilibrée, mais vous parlez un peu de tout, plutôt qu'une dissertation où vous parlez juste de la loi organique et vous n'avez pas suffisamment d'éléments d'information pour convaincre votre lecteur. Voilà. Ensuite, vous avez une quatrième partie, c'est montrer en fait, mettre en exergue les différents impératifs, les intérêts contradictoires du sujet. Là, on va voir après exactement ce que ça signifie. Ensuite, vous avez la problématique, cinquième étape. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes dans l'introduction. La problématique, là, vous devez vous poser la question de l'intérêt du sujet. On va voir aussi après comment trouver une problématique. Ensuite, l'annonce de plan. Là, c'est après avoir formulé votre problématique, vous annoncez votre plan. On verra comment on annonce un plan. Il faut éviter de faire dans une première partie ou dans une deuxième partie. Ensuite, vous avez le plan. Ça, c'est un autre élément, donc c'est après l'introduction. Le plan, là, tout simplement, il faut trouver en fait un plan en deux parties, deux sous-parties, comme je vous disais. Vous avez ensuite les transitions. N'oubliez pas de faire une transition entre le 1AB et entre le 2AB, et même des petites transitions, enfin des petites phrases conclusives à la fin du 1B pour annoncer votre 2A. C'est vraiment très important. Ensuite, vous avez le contenu détaillé. Là, c'est comme pour le commentaire d'arrêt, le contenu détaillé, en fait, ça signifie que chaque sous-partie va mettre en avant à peu près 4 idées forces, 4 idées principales, à numéroter par ordre d'importance. Ça aussi, c'est très important. Moi, je faisais des erreurs, on le verra plus tard, mais je faisais des erreurs en dissertation, c'est-à-dire que j'avais mes 4 idées, mais par contre, je ne hiérarchisais pas mes idées. Vous ne pouvez pas, par exemple, imaginer que vous êtes dans une dissertation sur les droits fondamentaux. Moi, j'avais déjà eu ça, par exemple, sur les droits fondamentaux, sur les droits des prisonniers. Et il y avait plusieurs éléments dont je voulais parler, et il y avait notamment le droit des détenus à regarder la télévision en cellule, et il y avait d'autres droits, c'était l'interdiction de la torture. Et j'avais commencé par le droit des prisonniers, dans ma partie, dans ma même sous-partie, le droit des prisonniers à regarder la télévision, et j'avais terminé en parlant de la torture. Sauf que le correcteur me l'a reproché en me disant, vous ne pouvez pas commencer par la télévision, sachant que ce n'est pas vraiment le plus important, et terminer par la torture. Il faut hiérarchiser ses idées et commencer vraiment par les choses les plus importantes, les arguments les plus importants, avant de terminer par ceux qui sont les moins importants. Voilà pour ce qui est du contenu détaillé. Pour la conclusion, comme pour tous les exercices juridiques, ce n'est pas la peine d'en faire une. Donc vous ne prenez pas la tête avec ça. Dès que vous avez terminé votre 2B, hop, c'est fini. Vous pouvez faire une ouverture à la limite à la fin du 2B. Ça peut être apprécié en vous posant une question sur une éventuelle réforme, etc. Mais pas de conclusion. Ensuite, on va voir la partie la plus détaillée, la partie la plus délicate, c'est comment rédiger en fait son contenu, à quoi correspondent ces différentes étapes et comment les rédiger. D'abord, avant même de voir le contenu de ces différentes étapes, on va voir comment s'organiser concrètement en examen pour rédiger sa dissertation. Alors là, le but, c'est de vous proposer une méthode pour vous organiser le jour de l'examen pour rédiger votre dissertation. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je vous donne cette méthode qu'il va falloir automatiquement l'appliquer. Essayez-la, mais vous verrez, vous allez forcément adapter votre méthode à vous-même. On ne lit pas tous de la même manière, à la même vitesse. On ne raisonne pas tous à la même vitesse. On n'a pas tous les mêmes connaissances de cours, etc. Donc, vous allez devoir adapter votre méthode en fonction de vos entraînements. D'abord, moi je vous conseille de lire le sujet. Enfin, c'est pas que je vous conseille, ça c'est obligatoire. Vous devez commencer par lire le sujet, sachant que dans la dissertation, en fait, c'est pas exactement la même chose que de lire un sujet comme dans le commentaire d'arrêt. Dans la dissertation, vous devez lire votre sujet, mais là ici, vous n'avez aucun travail de sélection à opérer. Vous lisez le sujet, mais chaque terme est important, chaque terme va devoir être défini. Même la loi ou une loi, le mot la et le mot une, ça aussi ça doit être défini, ça permet d'orienter votre sujet comme vous le voulez. Donc là il n'y a pas de travail de sélection à faire, mais par contre la lecture du sujet, même si vous n'avez qu'une phrase, c'est encore plus important je pense que dans les autres exercices, parce que si vous vous trompez dès le début
sur une définition, vous définissez mal, vous orientez mal votre sujet, vous comprenez mal votre sujet, pardon, et là, vous allez automatiquement faire un hors-sujet et vous retrouver avec une mauvaise note, alors même que vous aviez des connaissances de cours et que vous avez peut-être fait une dissertation géniale, mais vous avez répondu à une dissertation qui n'était pas celle qu'on vous a donnée. Donc là, il faut faire vraiment très attention sur la lecture du sujet. Ensuite, vous devez définir les termes du sujet. Au brouillon, je ne parle pas des étapes, là, je parle sur vos brouillons. Vous définissez et vous donnez toutes les définitions possibles selon vous du sujet. Mettez plein d'éléments au brouillon, ça va vous permettre, vous, par la suite, déjà de rédiger votre introduction et surtout de savoir ce sur quoi vous allez disserter, ce sur quoi vous allez réaliser votre dissertation. Ensuite, la rédaction du brouillon. Donc là, vous rédigez un brouillon, vous mettez tous vos éléments de cours, toutes les critiques que vous avez entendues sur le sujet. Vous mettez vraiment tous des éléments de culture générale. Mettez tout, vous ferez le tri plus tard. Là, il faut vraiment que vous ayez devant vos yeux plein de feuilles avec une idée générale de ce que va être la dissertation. Quitte plus tard à enlever la moitié ou les 3/4 de ce que vous avez mis sur le brouillon. Ensuite, évidemment, vous avez, je parle trop vite, vous avez la rédaction de la dissertation. Là, il va falloir se lancer dans la rédaction en respectant l'ordre et les différentes étapes. Et ensuite, la relecture de la dissertation. Là, exactement comme pour le commentaire d'arrêt, ne négligez pas cette étape. Gardez 10 minutes dans votre temps, dans votre gestion du temps pour relire votre sujet parce que c'est vraiment fondamental, surtout en dissertation. Il y a deux problèmes, deux erreurs, deux difficultés qui peuvent se poser. C'est un, la flemme. Ça peut arriver. Moi, ça m'arrivait vraiment souvent, ce que je disais dans la vidéo sur le commentaire. Des fois, ça arrive quand vous êtes en train de rédiger votre exercice. Vous regardez l'horloge au milieu de la dissertation, au milieu du commentaire, tellement vous avez mal à la tête et vous n'avez qu'une envie, c'est arrêter de rédiger. Mais il faut se motiver. La concentration, c'est quelque chose qui se travaille. Vous devez vous motiver et vous dire, peu importe, en fait, je dois prévoir dans mon temps un temps de relecture de 10 minutes à la fin, même si c'est horrible de devoir se relire à la fin, on en a marre, on n'a pas envie de se relire, surtout qu'en plus, quand on se relit, on peut se dire, en fait, c'est pas vraiment ouf ce que j'ai fait, j'aurais préféré faire quelque chose de mieux. Mais bon, relisez-vous au moins 10 minutes. Le deuxième problème, c'est la mauvaise gestion du temps, c'est-à-dire que vous avez passé trop de temps sur d'autres étapes parce que vous ne vous êtes pas suffisamment entraîné. Vous avez une mauvaise gestion du temps, vous ne relisez pas, et ben voilà, vous laissez vos fautes d'orthographe, fautes de syntaxe, etc. Et donc du coup, vous perdez beaucoup de points. Voilà, maintenant on va pouvoir voir dans le détail chaque partie, chaque élément, chaque contenu des étapes de la dissertation. Alors d'abord l'accroche. L'accroche, il y a deux techniques qui peuvent être utilisées pour trouver une bonne accroche. D'abord la première technique, c'est lorsque vous allez préparer vos fiches de cours, vos fiches de révision, vous notez sur chaque thème une accroche. On verra les différents types d'accroches qui existent. Vous pouvez mettre des citations par exemple. À mon sens, les citations, à moins que ce soit une citation qui vous plaise beaucoup, c'est assez difficile à retenir parce qu'en plus, il faut se souvenir du nom de l'auteur. Donc pour moi, ce n'est pas les mieux parce qu'en plus, il faut la retenir exactement dans le même ordre, enfin la même manière parce que si vous changez un mot, vous transformez la citation. Si votre correcteur connaît la citation et que vous l'avez transformée, il va vous dire non, c'est pas ça, ça serait dommage. Mais bon, si vous avez une très bonne mémoire, vous pouvez le faire. Moi, je sais que j'avais un peu du mal avec ça. Donc, la meilleure méthode, ça consiste à ça. Vous notez pour chaque thème une accroche et vous essayez de vous en souvenir. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez une accroche, que ce soit pour vos commentaires d'arrêt ou pour vos dissertations. Donc ça, c'est vraiment très important. La deuxième méthode, moi, c'est la méthode à laquelle je procédais quand justement, je n'avais pas appris d'accroche ou que je tombais sur un thème que je connaissais moyen. C'est ce qu'on appelle l'accroche en entonnoir. C'est-à-dire que là, vous connaissez au moins normalement votre plan de cours, votre cours, et vous amenez le sujet en entonnoir en fait. Vous partez du plus général vers le particulier pour amener le sujet. Ça vous fait c'est un type d'accroche qui est tout à fait admis. À mon sens, ça accroche quand même un peu moins l'œil du correcteur, mais ça marche aussi, c'est tout aussi efficace. Et de toute façon, vous devez trouver une accroche. Donc, si vous n'avez pas d'autre idée, procédez comme ça. Alors, quels sont les différents types d'accroches? Là, on va essayer de prendre un exemple. Je vais prendre un exemple en droit du travail parce que c'est ma spécialité. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais de toute façon, vous verrez que même si vous ne faites pas de droit du travail, c'est surtout pour comprendre à quoi ressemblent les différentes accroches. D'abord, donc la notion de harcèlement moral en droit du travail. D'abord, vous avez l'accroche historique. L'accroche historique, donc vous savez très bien qu'il s'agit d'amener le sujet, d'attirer l'attention du correcteur en mentionnant quelques éléments historiques, les éléments d'histoire. Là, je vais prendre un exemple sur toujours le même sujet, la notion de harcèlement moral. Inventé en septembre 1998 par une psychologue, à partir des témoignages recueillis dans son cabinet, le terme de harcèlement moral a connu un incroyable écho dans le monde du travail, jusqu'à devenir une notion juridique. En effet, introduite à travers la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la notion de harcèlement moral fait désormais l'objet d'un contentieux particulièrement important.
Là, vous voyez que vous avez amené le sujet de manière assez intéressante puisqu'on apprend vraiment quelque chose sur la notion de harcèlement moral. On apprend quelques éléments d'histoire, ça permet de rentrer dans le sujet de manière assez douce finalement pour le correcteur. On n'a pas l'impression que vous avez balancé une phrase d'accroche comme ça. Lui, il apprend des éléments s'il ne le connaissait pas et en plus il se dit bah voilà c'est bien, ça colle bien au sujet, là c'est nickel. Ensuite vous avez l'accroche d'actualité. Là l'accroche d'actualité en fait ça peut être tout n'importe quoi. Vous pouvez évoquer un événement d'actualité qui est en train de faire le buzz dans la sphère médiatique ou dans la sphère, pardon, dans la presse juridique en ce moment, ou vous pouvez évoquer des statistiques, ça marche aussi très bien et ça c'est plutôt facile à retenir si le sujet vous intéresse. Donc là par exemple ça serait en France, un sondage réalisé en 2000 par Ipsos 17 auprès d'un échantillon de 471 salariés représentatifs de la population française évalue qu'un salarié sur 3 se sent harcelé moralement, 37% des personnes interrogées ont déjà vu un collègue se faire harceler, 12% se font insulter, 22% se font humilier et 16% se retrouvent placardisés. Vous pouvez commencer là-dessus pour accrocher voilà, le correcteur sur l'importance du sujet en utilisant des statistiques. Ensuite, vous avez l'accroche citation ou l'accroche adage. Là, il n'y a rien de plus à dire que voilà, vous trouvez un adage qui vous plaît et vous le mettez. Ça ne colle pas à tous les sujets. Là, par exemple, j'en ai cherché sur le harcèlement moral, j'en ai pas trouvé des biens, donc j'ai préféré ne pas en mettre comme exemple. Ensuite, vous avez l'accroche en entonnoir, c'est celui, l'accroche dont je parlais tout à l'heure. Là, en fait, vous vous rappelez votre plan de cours et vous essayez d'amener le sujet du plus général vers le particulier. Ensuite, vous avez le contexte. Là, le contexte, c'est une fois en fait, que vous avez accroché le lecteur avec votre phrase d'accroche, vous allez devoir lui présenter des éléments de contexte pour qu'il comprenne mieux le sujet. Là, en fait, je vais prendre un exemple de contexte. Le contexte, c'est un peu comme une transition, mais dans l'exemple que je vous ai donné, dans la phrase, je vous ai dit inventé en septembre 1998 par un psychologue à partir des témoignages recueillis dans son cabinet. Le terme de harcèlement moral a connu un incroyable écho dans le monde du travail jusqu'à devenir une notion juridique. Bim, là vous êtes dans l'accroche. Ensuite, en effet, introduite à travers la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la notion de harcèlement moral fait désormais l'objet d'un contentieux particulièrement important. Bim, vous commencez à balancer le contexte en disant, bah voilà, le harcèlement moral, on est face à une notion quand même qui est beaucoup discutée, qui fait l'objet d'un contentieux. Vous pouvez même évoquer le fait que ça a intéressé les ordonnances Macron, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur le contexte. Ensuite, vous passez à l'étape la plus importante, ce sont les définitions. Là, je vais prendre cet exemple pour vous montrer en fait comment on peut faire pour définir un sujet. Il n'y a pas une méthode pour définir, mais il y en a plein. C'est à vous en fait de définir comme vous voulez et d'orienter, d'expliquer au correcteur pourquoi vous orientez le sujet dans tel ou tel sens. Il faut faire quand même attention à pas trop tronquer le sujet dans le sens que vous voulez, respecter un peu quand même ce que le correcteur a voulu vous donner, ce sur quoi le correcteur veut que vous rédigez la dissertation. Alors là, vous êtes sur, donc je vais reprendre le sujet exact, c'est la notion de harcèlement moral en droit du travail. D'abord la notion. Interrogez-vous sur la notion. La notion, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va s'intéresser uniquement à la définition du harcèlement moral ou alors est-ce qu'on va parler aussi du régime du harcèlement moral? Parce que si l'objectif c'était de parler du régime du harcèlement moral, est-ce que le sujet, ça ne serait pas tout simplement le harcèlement moral en droit du travail et pas la notion de harcèlement moral? Là, moi, à mon sens, un sujet comme ça invite à s'interroger sur en fait, la définition du harcèlement moral. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le harcèlement moral? Comment on le reconnaît? Sachant que vous avez énormément de choses à dire dessus puisque le harcèlement moral, ça fait l'objet d'un contentieux extrêmement important et c'est une notion qu'on a vraiment beaucoup de mal à définir. Moi, je parlais même avec des juges de la cour d'appel, de la chambre sociale pardon, de la cour d'appel de Paris et ils nous disaient qu'eux-mêmes, dans plein de cas, ils ne savent pas s'ils sont en situation de harcèlement moral ou pas. Du coup, le problème se joue souvent sur la preuve. Bref, vous voyez ici que rien que sur le premier terme, la notion, vous pouvez expliquer dans quel sens vous allez orienter le sujet. Parce que si vous traitez le régime, vous allez devoir évoquer le régime, ça va peut-être faire l'objet de votre grand 2, etc. Donc c'est pas du tout la même chose, donc il va falloir ça le définir et le justifier, surtout dans l'introduction. Si vous dites par exemple, moi, je vais m'intéresser uniquement qu'à la notion de harcèlement moral, c'est-à-dire le champ d'application, comment le caractériser, comment reconnaître le harcèlement moral, il faut expliquer en disant car le sujet n'invite pas à s'interroger sur la notion du régime juridique, etc. Si vous avez peur qu'on vous sanctionne. Ensuite, le harcèlement moral. Donc là, vous avez une définition du harcèlement moral qui est posée par le Code du travail. Donc vous pouvez très bien la ressortir en disant le harcèlement moral est défini comme ça. Donc on ne parlera pas ici des autres actes comme le harcèlement sexuel, comme l'agression sexuelle sur le milieu de travail, etc. En revanche, vous pouvez toujours, et ça vous pouvez même en parler dans l'intro, dire que vous pouvez évoquer certains actes ambigus de harcèlement
sexuels qui sont susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral. Parce que vous pouvez avoir des actes de harcèlement sexuel qui peuvent entraîner la qualification de harcèlement moral aussi. Donc vous pourriez, le cas échéant, en parler dans votre dissertation. Ensuite, troisième terme du truc, c'est en droit du travail. Là, en droit du travail, ne mélangez pas en droit du travail et dans le code du travail. Ce n'est pas la même chose. En droit du travail, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser, vous servir de dispositions législatives ou peu importe, des dispositions avec une valeur normative qui ne sont pas dans le code du travail. Vous pouvez très bien prendre des définitions qui se retrouvent dans le code pénal, par exemple, dans le code de la fonction publique, etc. En revanche, si vous aviez eu un sujet dans le code du travail, là surtout, ne sortez pas du code du travail. Parlez uniquement de la définition du code du travail du harcèlement moral. Donc vous voyez que en fonction des définitions, votre plan, votre argumentation ne sera pas la même. C'est ça que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre dans mes études et qui en fait fait toute la force de votre argumentation, toute la force de votre dissertation si vous voulez avoir une bonne note. On va prendre un autre exemple quand même pour sortir un peu du droit du travail. On va prendre un exemple en droit des personnes et libertés fondamentales sur la personne humaine. Là, je vais vous montrer, si vous aviez un sujet, la personne humaine, comment faire pour réfléchir sur cette notion-là et comment faire pour orienter votre dissertation. D'abord, la personnalité juridique, vous savez que c'est l'aptitude à être titulaire de droits et débiteur d'obligations. Donc là, jusque-là, pas de problème, vous avez donné une définition. Mais vous, comment vous allez entendre exactement cette définition? De quoi vous allez parler de votre sujet? Par exemple, est-ce que vous allez parler de la législation relative au cadavre? Le cadavre, évidemment, ce n'est pas une personne juridique. Quand on meurt, on perd la personnalité juridique. C'est quelque chose qu'on obtient quand on est vivant et viable et qu'on garde jusqu'à sa mort. Donc, on pourrait l'évacuer instantanément, c'est tout à fait possible. Mais on pourrait aussi dire qu'une grande partie de la législation qui s'applique au cadavre, il y a un respect qui est dû au cadavre, un respect qui est dû aux morts. Ce respect-là s'explique par l'importance qui est attachée à la personnalité juridique, à la personne humaine en tant que telle. Donc, est-ce que la personne humaine, on ne pourrait pas parler dedans du cadavre en disant dans un 2B ou j'en sais rien, moi dans un 1B, en disant voilà, on peut parler des cadavres dans la mesure où la législation protectrice des cadavres découle du respect dû à la personne humaine, etc. Donc là encore, on pourrait en parler comme on pourrait ne pas en parler, c'est à vous de l'expliquer. De même, à votre avis, est-ce qu'on pourrait parler du cas des embryons et du fœtus? À mon sens, non, parce que vous dites que l'embryon et le fœtus n'ont pas la personnalité juridique, ils ne sont pas nés encore. Mais encore une fois, vous pourriez dire, voilà, il y a quand même une législation particulière sur l'embryon et le fœtus qui fait que c'est pas comme un bien meuble, c'est quand même encadré, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire dessus, et ça s'explique par le respect dû à la personne humaine. C'est des mini-êtres humains, donc vous pourriez le faire figurer aussi dans la dissertation. Mais attention, justifiez-le bien dans l'introduction. En revanche, même si vous n'en parlez pas, vous pourriez parler quand même du principe infans conceptus, c'est-à-dire l'adage qui dit l'enfant conçu sera considéré né comme chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. Là, c'est une exception en fait au principe selon lequel l'embryon et le fœtus n'ont pas la personnalité juridique. Rétroactivement, on va leur attribuer la personnalité juridique. Donc ça pourrait évidemment figurer dans la dissertation également. Donc de manière générale, retenez que les termes du sujet, vous devez vous les approprier. Et ensuite, vous devez les définir comme vous le voulez pour orienter la dissertation dans le sens que vous voulez, en respectant toujours une règle qui est de ne pas orienter vraiment, ne pas abuser, comme je disais dans mon exemple, quand j'avais eu mon oral, où j'avais vraiment abusé en définissant le sujet dans un sens où je savais très bien qu'on ne m'attendait pas là-dessus. Ça, faites-le si vraiment vous êtes complètement coincé et que vous ne connaissez pas les éléments de cours sur lesquels vous êtes interrogé. Ensuite, sur la partie sur les intérêts contradictoires. Là, ce qu'il faut bien comprendre, les impératifs contradictoires, c'est que chaque sujet qu'on va vous donner dissimule des impératifs contradictoires. Le droit, en fait, c'est ça. Le législateur, vous l'avez bien vu sûrement si vous suivez l'actualité juridique, le législateur, quand il fait des lois, généralement, il répond à une demande de l'opinion publique, surtout de plus en plus en ce moment. Du coup, en fait, derrière chaque disposition législative, il y a vraiment des problèmes concrets qui se posent et des problèmes non juridiques, c'est des problèmes de société. Ces impératifs-là, il faut les identifier pour comprendre pourquoi, le législateur est allé dans tel sens et pas dans un autre. Et généralement, on constate que c'est la conciliation entre deux intérêts contradictoires qui forment la législation actuelle. On va prendre deux exemples pour que vous compreniez bien, encore une fois en droit des personnes. Donc je prends à chaque fois un exemple en droit des personnes parce que normalement si vous êtes en première année de droit, vous en faites. Et si vous êtes en deuxième année de droit, c'est que vous en avez fait. Donc au moins ça parle un peu plus peut-être que le droit du travail. Mais je prendrai un exemple aussi en droit du travail après. Alors en droit des personnes, c'est les dispositions relatives à l'état civil des personnes. Vous pouvez avoir un sujet sur l'identification de la personne dans la société. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des règles sur l'état civil
qui impose en fait à une personne voilà, d'avoir un nom, d'avoir un sexe, etc. Tout ça, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que l'individu en société il doit être identifiable. L'état civil, justement, en prenant en compte l'ensemble des qualités de la personne pour y attacher des effets de droit, remplit cette fonction d'identification. Et c'est d'ailleurs sur ce fondement qu'on a eu une loi, la loi de 2010, ça fait déjà 8 ans, qui a interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. En réalité, ça visait uniquement la burqa. Mais c'est sur ce fondement de l'identification. Chaque personne en société doit être identifiable. On ne peut pas arriver avec un masque, sauf qu'il y a des exceptions pour cette loi au carnaval, etc. Mais on ne peut pas dissimuler son visage. Sinon, voilà, ça porte atteinte à l'exigence d'identification de toute personne dans la société française. Mais pourtant, pour certains commentateurs, l'interdiction de la dissimulation de son visage, ça porte atteinte à d'autres libertés, mais notamment à la liberté de religion, parce que les personnes qui portaient la burqa notamment disent voilà, moi c'est ma liberté de religion de faire ça. Donc vous voyez ici qu'il y a deux impératifs contradictoires. On aurait même pu dire que ça porte atteinte à la liberté de se vêtir. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de mettre quelque chose sur la tête? Donc vous voyez dans une introduction de dissertation là-dessus, vous pourriez identifier deux impératifs contradictoires en disant voilà, c'est la loi est venue prendre en compte ces différents éléments et généralement la loi va plus aller dans tel sens que dans l'autre. Mais il y a quand même une conciliation. La preuve, c'est que pour les carnavals, là, la loi a prévu une exception, on a le droit de mettre un masque. Il y a d'autres exceptions. Donc vous voyez que c'est que la réunion d'éléments contradictoires qui expliquent une législation. Ensuite, un autre exemple, et ça c'est en droit du travail, mais je pense que tout le monde en a entendu parler parce que ça faisait quand même l'actualité, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales par les ordonnances de 2017. Là, même sur le plafonnement de ces indemnités-là, quand on ne connaît pas le sujet, quand on n'a pas trop de culture générale, c'est pas une critique, moi c'était vraiment mon cas avant, quand on n'a pas de culture générale, on peut se dire voilà, ils ont plafonné les indemnités, on ne va pas plus loin, on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi il y a un plafonnement des indemnités prud'homales? Parce que les employeurs ont peur de recruter des salariés, ils ont peur de recruter des salariés parce que s'ils doivent le licencier, si ça se passe mal, parce que ça peut se passer mal avec des salariés, on peut très bien recruter quelqu'un en fait qui fait mal son travail, et on va devoir le licencier. Et ça fait peur aux employeurs parce que l'employeur se dit attends, moi j'ai entendu des trucs dans la presse où il y a des mecs qui récupèrent 100 000 euros en allant devant le conseil des prud'hommes, ça me fait peur, j'ai pas envie d'embaucher. Et il y a plein d'employeurs, notamment dans les petites entreprises, qui ont cette façon de penser là parce que ça leur fait peur. Du coup, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il s'est dit moi je vais rassurer ces employeurs-là en facilitant l'embauche, en faisant baisser le chômage, donc ça a un intérêt d'un point de vue sociétal. Je vais les rassurer en plafonnant les indemnités prud'homales. Du coup, maintenant, un employeur, il peut aller voir le tableau en fonction de l'ancienneté du salarié et se dire au pire, je devrais lui verser tant d'indemnités. Il fait un calcul et il se dit ça a un intérêt de le faire. Ça, c'est le premier impératif, c'est faciliter l'embauche, faciliter l'emploi. Donc vous voyez, déjà, on comprend mieux, c'est pas juste le plafonnement des indemnités prud'homales, on comprend mieux pourquoi les ordonnances ont fait ça. Mais ensuite, on a aussi beaucoup de commentateurs qui nous disent que cette facilitation de l'embauche, elle se fait au détriment de la sécurité de l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée. Forcément, on fragilise les CDI, puisque un CDI, en fait, maintenant, l'employeur peut se dire, après tout, je vais peut-être le virer, moi, si j'ai juste ça à lui donner comme argent, comme indemnité, si jamais il ne me satisfait pas, je vais m'en débarrasser. Donc, du coup, le CDI perd en force, il y a moins de sécurité pour les salariés. Une fois qu'on a un CDI, maintenant on peut se dire en fait je peux me faire virer du jour au lendemain tant que j'ai pas beaucoup d'ancienneté. Une fois qu'on a de l'ancienneté, c'est un peu différent parce que même si les indemnités sont plafonnées, globalement ça ne change pas par rapport à ce qui était attribué avant la réforme. Voilà pour ce qui est des impératifs contradictoires, donc c'est à vous de vous poser vraiment la question là-dessus en lisant de la presse, etc. Et à chaque fois que vous apprenez une règle de droit, vous vous demandez pourquoi le législateur a fait ça. Il y a des mecs qui ont écrit à chaque fois dessus, allez lire des articles de doctrine, que ce soit la presse juridique ou pas. Vous avez même de la presse non juridique, Le Monde, etc. Parfois, vous avez des auteurs juridiques qui écrivent dedans. Donc, allez lire, ça vous donne ça vous permet de mieux retenir déjà. Et si vous avez une dissertation ou même un commentaire d'arrêt, ça vous permet de trouver des accroches, etc. Donc, ça peut vraiment être très intéressant. Ensuite, vous avez la problématique. Là, la problématique, c'est un peu difficile d'expliquer comment on rédige une problématique parce qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des problématiques, des correcteurs qui vont vous dire ça me va, d'autres qui vont me dire ça ne me va pas. Ce qu'il faut retenir pour la problématique, c'est que vous devez essayer quand même de mettre en contradiction, de mettre en exergue dans votre problématique les deux impératifs contradictoires dont on vient de parler. En fait, posez-vous vraiment la question pour la problématique, pourquoi est-ce qu'on m'a donné ce sujet? Qu'est-ce que le correcteur attend de moi dans ce sujet? Ensuite, vous avez l'annonce de plan. L'annonce de plan, alors là, comment s'y prendre? L'annonce de plan, il ne suffit pas d'annoncer vos deux parties principales en disant dans un premier temps, dans un deuxième temps.
vous devez faire en sorte que ça soit le plus lisse possible. Et là, je vais prendre un exemple sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 1 de la loi du 4 mars 2002. Cette loi, vous l'avez forcément vue si vous êtes en première année, c'est l'affaire Perruche, etc. Vous l'avez forcément vu. Donc là, comment on pourrait annoncer son plan sans dire dans un premier temps? On pourrait dire le contrôle des lois rétroactives opérées par les juges a rendu vaine la volonté du législateur de rendre applicable la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours. PAF, entre parenthèses, grand 1. Ensuite, les juridictions ont également eu à se prononcer sur la question de son application aux instances nouvelles. Grand 2. Vous voyez que c'est quand même plus lisse que de dire dans un premier temps, dans un deuxième temps, ça fait moins scolaire en fait. Si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à sauter cette étape et à dire dans un premier temps, dans un deuxième temps. Ça ne sera pas extrêmement sanctionné, mais par contre, le correcteur vous mettra à coup sûr une petite réflexion à côté en disant préférez une formulation moins scolaire, etc. Ensuite, le plan et le contenu de la dissertation. En fait, ces deux phases, elles sont liées. Le plan et le contenu, il faut d'abord trouver le contenu pour trouver le plan. C'est exactement comme pour le commentaire d'arrêt. Alors, comment vous pouvez trouver un contenu pour la dissertation? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que trouver le contenu de la dissertation, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Là, je préfère le dire franchement, vous ne pouvez pas trouver un contenu dans votre dissertation si vous avez des connaissances bancales. Et là, il va falloir nécessairement connaître son cours, mais si vous connaissez votre cours, il va falloir ensuite connaître la méthode pour obtenir une bonne note. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est vraiment les deux. C'est du cours, du par cœur et en plus de la méthode. Alors, comment on fait concrètement? D'abord, vous allez noter plusieurs éléments sur votre brouillon. D'abord, vous notez les éléments de cours qui vous viennent à l'esprit instantanément. Vous les notez tous, tout votre cours. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris, les critiques, etc. Ensuite, vous notez le plan de cours dans lequel s'inscrit votre arrêt. C'est hyper important de noter son plan de cours à côté parce que ça peut vous permettre de trouver votre plan par la suite. Ça peut vous permettre d'éviter un hors-sujet. Ça vous permet, vous, de vous rappeler vos éléments de cours, donc faites-le. Ensuite, vous avez le contexte à noter, donc comme pour le commentaire d'arrêt, sauf que ce n'est pas exactement la même méthode, ce n'est pas exactement la même manière pour se rappeler le contexte. Le contexte, toujours, quand vous posez la question du contexte, vous vous demandez comment c'était avant, comment c'est pendant et comment c'était après. Avant, il y a des questions toujours qui reviennent, c'est si le sujet invite à s'interroger sur le thème actuel, quel était l'état du droit positif antérieurement? Comment c'était avant en fait? Ensuite, si vous l'ignorez, par exemple, si votre cours n'en parle que très peu, eh bien, vous pourrez trouver des éléments d'information dans votre code ou en regardant la jurisprudence antérieure. Ça, vous avez, les codes sont bien faits. Par exemple, pour la réforme du code civil, vous avez encore la jurisprudence antérieure dedans. Même sans connaissance de cours, vous pouvez vous débrouiller. Il faut avoir quand même des petites idées de comment c'était avant, mais vous pouvez retrouver. On vous dit clairement les solutions jurisprudentielles antérieures ou même les articles de loi antérieurs. Pendant, ça c'est est-ce que le thème qu'on vous a donné est-il souvent débattu? Si on vous l'a donné, vraisemblablement c'est que c'est oui. Est-ce que ce thème il est au cœur de l'actualité? Est-ce que vous l'entendez tous les jours dans la presse? Si oui, quels sont les aspects de ce thème qui sont les plus débattus? Ça, c'est une question vraiment à se poser, de se dire, dans un thème, généralement, il y a des points qui posent le plus qui sont le plus sujet à débat. Ces points-là, il faut les identifier parce que si vous ne les identifiez pas, vous allez pouvoir soit ne pas du tout en parler, ce qui pourrait être catastrophique, soit en parler un tout petit peu. Et si on vous interroge sur un sujet en particulier, c'est pour justement que vous parliez des éléments qui sont le plus débattus. On vous attend là-dessus. Donc, posez-vous ces questions-là. Ensuite, vous avez après, ça c'est des réformes sont-elles à prévoir? Est-ce que ces réformes elles vont passer par le législateur, par une réforme législative ou par la Cour de cassation? Est-ce que ça va passer par la jurisprudence? Est-ce que ça passera peut-être au niveau européen? Est-ce que ça passe par une modification de la Constitution? Tout ça, c'est des questions à se poser. Est-ce que cette réforme elle est souhaitable? Est-ce que les gens les commentateurs émettent des critiques sur cette réforme, etc. C'est plein de questions à se poser pour le contexte. Tout ça, vous le notez au brouillon. Ensuite, comment trouver un plan? Là, ça se rapproche vachement du commentaire d'arrêt, mais je vais quand même le répéter parce que il y a des petites particularités pour la dissertation. Alors, pour trouver un plan, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir expliquer de la manière la plus simple et la manière la plus logique possible à une personne. Ça signifie des parties équilibrées. Alors, pour le plan, il y a plusieurs méthodes. D'abord, et ça, moi, je vous invite vraiment à faire ça pour la dissertation, c'est la retranscription de plan d'annales. Moi, j'avais eu des profs. J'étais à l'université Panthéon-Assas et j'avais eu des profs qui, en fait, c'est des profs qui sont flemmards. Vous avez forcément eu des profs qui sont flemmards, repérez-les. Vous avez deux types, pour moi, à mon sens, de profs flemmards. Vous avez le prof qui va être flemmard et qui, en plus, donne des sujets archi compliqués. Lui, le mec qui fait des mauvais cours et en plus, il vous interroge sur des sujets compliqués, vous pouvez apprendre des plans d'annales parce que ça sert toujours. C'est vrai que c'est plus délicat. Et vous avez un autre type de prof et ce type de prof-là, moi, je trouve que dans votre malchance, c'est quand même une chance parce que quand le prof est flemmard, c'est-à-dire qu'il va vous faire des mauvais cours, généralement vous devez compléter à côté, etc.
Donc ça, c'est quand même un peu chiant. Mais l'avantage, c'est que quand ils sont flemmards, ils ont la flemme de refaire des sujets. Et moi, j'avais des profs comme ça, notamment, c'était pas en droit du travail, mais en droit, je crois que c'était en droit du crédit peut-être. Non, c'était pas en droit du crédit, bon, je me rappelle plus, mais en tout cas, ce prof-là, il mettait à peu près tous les 2-3 ans le même sujet de dissertation. Et même d'une année à l'autre, on se rendait compte que c'était toujours une dissertation, toujours un peu sur le même thème. Du coup, franchement, il suffisait d'apprendre à peu près 5-6 plans de dissertation, des corrections qu'on avait vues comme ça. Donc il suffit d'acheter un livre, vous regardez sur internet, si vous avez il faut que ça soit des dissertations qui soient bien corrigées, hein. Il ne faut pas que ça soit quelque chose à l'arrache, mais vous apprenez des vraies corrections et vous vous rendez compte que quand vous tombez sur le sujet même, mais c'est un véritable cadeau. Vous pouvez obtenir un 17 ou un 18 sur 20 parce que votre correction elle est déjà faite. La seule chose à penser, c'est ne recopiez pas mot pour mot les plans parce que si vous avez cette idée, c'est que d'autres l'auront eu aussi et vos copies peuvent paraître similaires. Et il y avait déjà eu ça dans un cas, je crois que c'était au CRFPA il y a 3 ans. C'est des gens qui avaient repris justement des corrections de plans d'anal de je ne sais plus quelle prépa et ils avaient invalidé les copies. Enfin, il y a eu un gros problème. Et les seuls qui s'en étaient bien tirés, en fait, c'était ceux qui avaient repris en fait cette correction d'anal, mais qui avaient eu l'intelligence de modifier un peu, de maquiller un peu finalement cette, comment on peut dire, cette paraphrase quoi, en fait. Finalement, il n'y a aucun travail de réflexion quand on fait ça, ça vous évite tout le travail de réflexion, vous avez une bonne note, sans réfléchir, c'est du pur par cœur. Voilà pour ce qui est de la retranscription des plans d'anal. Ensuite, vous avez l'utilisation de plans types, ça c'est la méthode de base, hein. Là, je vais vous rappeler une liste non exhaustive de ces plans. Vous avez principe, exception, domaine, régime, notion, fonction, avant, après, qualification, sanction, caractérisation, effet, état du droit positif, critique du droit positif, similitude, différence. Vous pouvez très bien en trouver d'autres, sachant qu'en fait, ce qu'il faut faire avec ces plans types, c'est d'abord ne pas hésiter à en mettre dans votre... Vous pouvez jongler avec, hein, vous pouvez faire AB avec ces plans, vous pouvez faire grand 1, grand 2, vous pouvez même les mettre à l'intérieur de vos sous-parties, des plans non apparents, mais pour vous aider, vous, à faire un raisonnement un peu plus logique. Donc vous pouvez vraiment mixer ces plans comme vous voulez. Là encore, ce qu'il faut faire, c'est maquiller ces plans pour les faire coller à votre dissertation et pas juste mettre le principe, l'exception. Parce que ça fera trop scolaire et puis on va se dire justement, il n'y a pas eu le travail de réflexion qu'on attendait de sa part. Mais au moins, ça peut vraiment vous sortir de terribles galères quand vous n'avez pas d'idée de plan. Apprenez tous ces plans types par cœur, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, comment s'y prendre concrètement pour trouver un plan? Là, pour moi, c'est la méthode que j'utilisais comme pour le commentaire d'arrêt. Vous prenez une feuille de brouillon. Voilà, prenez une feuille de brouillon A4, même 2, on va dire, et vous notez en gros chaque idée. Vous allez noter idée numéro 1, idée numéro 2, idée numéro 3, idée numéro 4, peut-être idée numéro 5 s'il y en a qui vous viennent. Vous notez les grosses idées où vous savez que vous allez avoir plusieurs éléments dedans. Une fois que vous avez vos 4-5 grandes idées ici dedans, vous mettez juste les idées, hein, sans mettre de plan. Vous mettez une autre feuille à côté et là vous essayez de rédiger des plans avec ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous essayez de mettre des tirets à l'intérieur pour voir si vos parties sont équilibrées. Si ça ne va pas, vous reprenez une autre feuille, vous re-rédigez votre plan en disant bah voilà, mon plan il est déséquilibré. À l'intérieur de chaque partie, vous numérotez vos idées par ordre d'importance, c'est-à-dire grand 1, grand 2, grand 3, grand 4 à l'intérieur de votre sous-partie. Ça vous permettra de faire une dissertation qui sera plus cohérente, plus logique. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un truc sur les droits fondamentaux des détenus, commencez pas comme moi j'avais fait par le droit des détenus à regarder la télévision pour finir par la torture. Mettez en numéro 1 que dans cette partie vous allez parler de la torture, dans cette sous-partie. En numéro 2 d'un truc un peu moins important mais encore important, et tout à la fin, les trucs où vraiment on s'en fout un peu quoi. Voilà pour ce qui est de comment trouver son plan. Si vous avez des questions pour trouver votre plan, si vous galérez, n'hésitez pas à me demander. Je sais qu'on a tous nos difficultés pour trouver un plan, mais il y a toujours des méthodes qui passent par l'entraînement bien sûr, mais il y a toujours des techniques, des astuces, des méthodes qui permettent de trouver un plan un peu plus facilement. Voilà pour ce qui est de la vidéo numéro 2. On a vu à peu près l'essentiel des astuces et des techniques pour trouver un plan dans la dissertation. Maintenant, on va voir une troisième partie sur les difficultés que peut poser la dissertation et quelques conseils pour augmenter ses notes dans le cadre de cet exercice.